Salam alaikum, bonsoir, marhaba bikoum sur Microscope de ce soir. Nous allons avec nos invités, et Zulflaoun bien sûr. Nous allons donc revenir avec nos invités ce soir aux récentes déclarations, mais pas que, les sorties aussi de Saïd Chengueriha, donc le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Majid Tebboune. Des sorties qui se multiplient depuis des années, des mois, des semaines, etc., mais surtout depuis quelques semaines. Donc beaucoup de questions se sont posées sur les réseaux sociaux, surtout. Abdelmajid Tebboune qui sort, lui, de son côté, après une journée, 2 jours après, nous avons Saïd Chengueriha qui fait des apparences, mais aussi, ou des apparitions et des discours à la nation. Normalement, c'est des discours qui sont censés donc être diffusés dans des casernes, aux militaires, mais ils sont reliés par tous les médias nationaux. Nous allons revenir à ces questions, mais surtout à une récente déclaration de Saïd Chengueriha, là où il parle des 3 piliers de la résilience algérienne. Nous allons y revenir en détail avec nos invités. Il y a aussi la revue El Jish qui sortit aujourd'hui, ce matin. Donc l'armée revient encore une fois au discours politique et aux questions politiques, économiques, aux différents choix stratégiques de la nation ou de l'État. Nous allons donc y revenir. Pourquoi la revue El Jish revient à chaque fois donc, sur ce terrain politique. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau Aïssa Rahmoun, que vous connaissez tous, militant politique, mais aussi avocat et secrétaire général de la FIDH. Aïssa, bonsoir. Bonsoir Hussein, merci de l'invitation. Bonsoir à la régie et aux téléspectateurs et bien sûr au deuxième invité, c'est Jamal. Merci à Texaha. Jamal Gessoum donc, est avec nous, chercheur en sciences sociales. Jamal Gessoum, qui boude toujours notre plateau. Votre place, elle est toujours là, Jamal, mais bon, marhaba bik. Salam, Hassan, merci beaucoup pour l'invitation. Non, je ne boude pas, je ne bouderai jamais. Le bonjour au frère Rahmoun que j'ai croisé tout à l'heure sans qu'il ne s'en rende compte et que j'ai vu sur la route et je me suis dit, tiens, je le retrouve aujourd'hui, c'est la force du destin. Merci pour cette invitation. Le bonjour à la régie et au peuple algérien. Quel destin et quel hasard, Jamal Gessoum, je ne sais pas, vous faites partie peut-être de l'armée, de cette armée dont on parle aujourd'hui. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah. Les renseignements. Aïssa Rahmoun, alors mémoire, immunité économique et souveraineté. C'est des messages donc, de Saïd Chengueriha hier, donc à la 3e région militaire. Mais depuis aussi 3 jours, il a reçu Mme Alice Ruffo, donc la ministre des Armées, ou déléguée aussi, elle aussi, donc française. Il a tenu un autre discours. Il y a quelques semaines, il a tenu un discours sur les choix stratégiques de la nation. Donc beaucoup d'interventions. Est-ce que c'est normal? Peut-être c'est normal. Écoutez, c'est Hussein, durant les années 90 et même durant le règne de Bouteflika, les commentateurs, les observateurs, mais aussi les responsables politiques et de la société civile nommaient l'état-major de l'armée en Algérie comme étant la Grande Muette. Oui, la Grande Muette. C'était ça le surnom, oui. Voilà, la Grande Muette, mais qui intervenait dans les choix stratégiques, dans les choix politiques du pays. Ça, c'est un secret de polichinelle. Sans faire autant de bruit, vous voulez dire? Sans faire autant de bruit. Oui. Parce que tout se passait dans la discrétion, tout se passait dans des conclaves assez fermés. D'ailleurs, c'était rappelé et documenté par des journalistes, mais aussi des anciens qui ont été effectivement dans ce corps qui est à travers les différentes interventions d'Aït Ahmed aussi, par exemple. Bien sûr, je dis des responsables politiques, donc entre autres le grand Hussein Aït Ahmed. Et je me souviens de la conférence de presse qu'avait organisée la mairie. Oui. C'était l'une des rares sorties, prises de parole. Parce qu'on lui a posé cette question frontalement. Voilà, donc il avait répondu franchement. Oui, c'est vrai. Oui. Question frontale, réponse franche. Alors que c'est une réponse qui est vraie ou pas, ça c'est un autre cas de figure.
Force est de constater qu'après le Hirak du 22 février 2019, cette grande muette s'est mutée, s'est transformée pour devenir la grande parlotte. Et aujourd'hui, souvenez-vous des discours d'Ahmed Gaïd Salah à l'époque, qui était chef de l'état-major, qui chaque mardi, et souvent 2 fois par semaine, soit les mardis, et ça lui est arrivé de discourir 2 fois par semaine pour s'adresser au peuple algérien. Donc aujourd'hui, quand on voit le titre « Mémoire, immunité économique et souveraineté » et les différents messages du chef de l'État, du chef de l'état-major, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas, oui, un lapsus révélateur probablement. Ça ne m'étonne pas qu'il ait rencontré son homologue de la République française, c'est tout à fait normal. Mais après, s'adresser aux Algériens pour évoquer des questions de mémoire, des questions d'immunité économique, même des questions de souveraineté, même si l'armée elle est là pour garantir la souveraineté de l'État algérien à travers l'expression populaire, à travers la préservation des frontières, des institutions. D'ailleurs, il s'est rentré dans la Constitution de 2000, des amendements de la Constitution de 2022, mais ça devient la grande parlotte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ANP, elle assume pleinement son rôle de décideur politique. Mais qu'est-ce qui a changé, Hassan Hamoun, juste donc, de cette étape de grande muette à l'autre étape que vous surnommez d'ailleurs la grande parlotte? Est-ce que c'est le pouvoir politique qui a changé? Est-ce que c'est l'institution militaire qui a changé? Est-ce que c'est la classe politique qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? La presse? Moi, je dirais que la décision politique s'est dévoilée. C'est-à-dire que pendant les années 90 et même les années de règne de Abdelaziz Bouteflika, il n'y avait pas autant de messages, de discours adressés par l'état-major de l'armée. Aujourd'hui, elle assume pleinement son rôle de vrai décideur politique. Non, mais excusez-moi, j'insiste quand même sur cette question. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'à l'époque, ils se parlaient dans les coulisses, derrière le rideau, comme on dit, tous ces décideurs? Aujourd'hui, ils ne se parlent plus. Est-ce qu'il y a eu une fracture quelque part? Du coup, donc, il y a Abdelmajid Tebboune qui parle d'un côté, à la presse, il y a Chengriha qui parle d'un autre côté, à Al-Jish et parfois via des vidéos. Beaucoup de raisons, je dirais. Est-ce que pourquoi ce n'est pas Abdelmajid Tebboune qui parle de tous ces éléments, c'est tout? Oui, bon, Abdelmajid Tebboune, il évoque ces éléments lors de ses rencontres avec la presse hebdomadaire. Il évoque ces questions, que ce soit la mémoire, l'immunité économique, la souveraineté. Mais pourquoi deux qui assument le même discours? Il faut savoir que les services de sécurité étant affaiblis avec le démantèlement du DRS, donc cet équilibre qui existait dans le pouvoir politique, à savoir avoir une stratégie de communication, avoir une stratégie de domination, avoir une stratégie d'orientation stratégique, que ce soit sur le plan diplomatique ou sur le plan interne. Aujourd'hui, voilà, donc il y a plusieurs raisons. Et l'une des raisons les plus importantes, à mon sens, c'est de confirmer, soit à l'opinion internationale, mais aussi aux Algériens, l'instinct de domination de l'état-major sur toute la République algérienne. Et là, donc, c'est des messages très forts, c'est pour faire peur, d'une part, c'est pour dire qu'en fin de compte, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre, ça veut dire quoi? Ce n'est pas la présidence, ce n'est plus le DRS, ce n'est pas Boualem, ce n'est plus les oligarques, ce n'est plus les oligarques, ce n'est plus les conseillers. Il me semble que... Donc il y a un problème dans ce sens. Ou c'est une lecture, ok. Non, sûrement qu'il y a un problème. Le régime algérien, c'est comme le Houari Addi le décrit d'une manière assez subtile, c'est comme une autoroute. Et chaque autoroute a des intersections. Ouais. C'est quand il y a divergence dans le régime politique et toutes les intersections finissent par rejoindre l'autoroute. C'est quand il y a convergence et intérêt commun qui rassemblent toutes les factions de la décision politique. Blague à part, hein. Sauf sur l'autoroute algérienne, il n'y a pas trop de sorties. Il y a trop de sorties, il y a trop d'entrées justement, mais elles sont amochées. Djamel Gessoum, alors,
Où est le problème, Jamal Gissoum? Pourquoi il n'y a plus cet équilibre? Pourquoi l'armée parle beaucoup? Enfin, peut-être pas. C'est une question, Jamal. Bon, la Grande Muette, c'était une dénomination qui était donnée surtout à l'armée française. Donc la Grande Muette en France, parce qu'il y a évidemment une séparation claire entre le pouvoir politique et le pouvoir militaire. Militaire, ça reste un pouvoir. Je tiens juste à rappeler un ou deux éléments qui me semblent essentiels si on veut avoir un regard, je dirais, disciple sur la situation, parce que beaucoup de gens se posent des questions sur l'impact du militaire sur le politique, l'impact du politique sur le militaire. Moi, je tiens tout d'abord à rappeler deux éléments qui me semblent fondamentaux. La première, c'est que la culture algérienne, la culture de manière générale, mais particulièrement dans les cultures révolutionnaires, ou la culture révolutionnaire algérienne, depuis l'avènement de l'ALN, jamais une distinction n'a été faite entre l'armée et le peuple, que ce soit l'armée de libération nationale ou l'armée nationale populaire. Et donc, de ce point de vue, et, je dirais, disjoindre ces deux éléments qui font partie intégrante de la culture algérienne me paraît ne pas aller dans le sens Oui, de la bonne sauf que lecture. là, Ensuite, Jamal, sauf que là, on ne parle pas de la culture algérienne, on parle de la culture de l'État. C'est que, est-ce j'y que arrive, la j'y relation arrive. qui existe, pas entre l'armée et le peuple, mais entre l'armée et les décideurs politiques, beaucoup plus. Mais j'y arrive là, justement. Ça, c'était le premier aspect sur la question culturelle. Maintenant, sur l'aspect, je dirais, pratico-pratique. Je rappelle juste que Saad Chenguelaha est ministre délégué, c'est le mot que vous Oui. avez utilisé, Hassine, au ministre de la Défense, qui est le président de la République. Tous les ministres délégués, Madame Ruffo, c'est ça, qui est venue à Alger, joue exactement le même rôle que M. Chenguelaha, qu'on ne voit pas beaucoup, c'est-à-dire qu'en tant que ministre délégué, Saad Chenguelaha a aussi, je dirais, structurellement un rôle politique. Maintenant, la difficulté d'analyse pour les non-algériens ou les non-avertis, c'est que Saad Chenguelaha a eu le statut de chef d'état-major, mais il a aussi dans l'architecture politique algérienne un rôle politique. Et donc, il joue ces deux rôles. Peut-être que c'est là la difficulté pour certains. Jamal Guessou, j'entends très bien ce que vous dites. Sauf que Mme Ruffo, à son retour de l'Algérie, a été auditionnée par l'Assemblée populaire ici en France hier. Vous avez suivi la vidéo, il est partout, l'intervention. Des questions ont été posées par les députés. Est-ce qu'on pourrait imaginer cette scène en Algérie? Est-ce qu'un député pourrait convoquer demain Saïd Chenguelaha et lui pose la question sur les différentes politiques ou choix militaires de l'Algérie? Si on parle du postulat à avoir par rapport à cela, bien entendu que j'y suis favorable, puisque les parlementaires sont censés être on dirait, je dirais, le seul pouvoir à pouvoir convoquer des ministres. On va utiliser les mots qu'il faut. Oui, Auditionner, pas convoquer, mais auditionner l'ensemble des ministres sur leur action. De ce point de vue, où il s'agit de vrais parlementaires, d'ailleurs, on approche l'élection législative, où on élargit le champ des possibles pour les parlementaires et donc d'avoir cette capacité, ou alors ce sont des parlementaires qui ne joueraient pas du tout leur rôle. Donc, d'un côté, je comprends la casquette de chef d'état-major, de l'autre côté, je comprends aussi la posture politique et de communication du ministre délégué à la Défense, et de l'autre côté, par rapport à votre question, c'est Hassine, je suis tout à fait favorable à ce que les parlementaires auditionne l'ensemble des tenants du pouvoir, des ministres et autres. Maintenant, on sait que les ministres en Algérie, ça n'est pas un service politique, il faut bien comprendre que les ministres sont des administrateurs. Il n'y a pas de gouvernement, je le dis de la manière la plus claire, il n'y a pas de gouvernement politique en Algérie, il n'y a que des administrateurs, sauf les réels décideurs. Ça peut être l'armée. Moi, vous savez, je n'ai pas de difficulté particulière à ce que l'armée ait un poids politique. Le frère Issa rappelait tout à l'heure la conférence qui avait été tenue par l'Ammari. Je me souviens très bien de cette conférence où il a été, effectivement, comme le dit Issa, il avait été très franc dans ses réponses quand il disait oui, nous sommes entrés aussi dans le domaine politique parce qu'il y avait besoin. Et donc, je ne perds pas cette distinction. Je suis né en France, mais
je calque le modèle politique par rapport aux pays concernés. En Algérie, je le dis, je le répète, depuis l'ALN, il n'y a pas de distinction culturelle faite entre l'armée et le peuple. Ensuite, il peut y avoir, c'est vrai, je dirais des surpassements au rôle que peut avoir l'un et l'autre en Algérie, mais dans tous les domaines. En tout cas, le fait que M. Chenvleha prenne la parole de manière régulière, moi, personnellement, ça me rassure plus que ça ne m'inquiète, peut-être à l'opposé de certains observateurs et peut-être même à l'opposé de ce que pourrait penser Aïssa. Mais Jamal, est-ce que vous avez l'air de comprendre tout le monde, mais est-ce que vous comprenez justement le peuple qui s'offusque en voyant ces images ou ce genre d'intervention? Non, non, mais je ne suis, non, je ne comprends pas. C'est le fait que, d'abord, il faut comprendre des situations avant de s'offusquer, avant de prendre une position. Il faut d'abord prendre du recul et connaître le système politique algérien depuis son avènement pour comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui. Évidemment que j'aurais préféré, si on m'offrait le choix, j'aurais préféré que l'Algérie soit une démocratie à l'image des grandes démocraties européennes ou mondiales, même s'il n'y a plus de modèle démocratique dans le monde, et on le voit Parce que l'Algérie n'est bien pas avec ce une qui se passe en démocratie, France, aux Jamal? États-Unis. Non, l'Algérie est une démocratie intrinsèque à la culture politique algérienne. Moi, je le vois en Algérie, j'y suis tous les 2 mois et demi, 3 mois. Et je vois bien que il y a de grandes difficultés, je dirais même des problèmes de gouvernance très très importants, d'où ma position, pas d'opposant au président Tebboune, mais par exemple, il se présente demain, je redis ce que j'ai dit en 2024, Monsieur le Président, je ne voterai pas pour vous et j'appellerai tous celles et ceux qui me connaissent à ne pas voter pour vous parce que vous mettez dans des postes centraux et qui affectent la vie de nos concitoyens des gens qui sont simplement des incapables. Donc, autant je suis capable de comprendre le système politique aujourd'hui, autant je m'oppose à un gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement en réalité en Algérie. Il y a des applicateurs. On mettrait des applications dans chaque ministère que ça fonctionnerait pareil. Mais en tout cas, je comprends le système politique. En même temps, je relève toutes les défaillances qui sont énormes. Et évidemment qu'en tant qu'Algérien, j'ai beaucoup de reproches à faire au président Tebboune quant à ses choix, les choix qu'il fait pour le peuple algérien et qui est en train d'emmener le peuple droit au mur. Bah, justement, est-ce que, je ne sais pas si vous avez, si j'ai un peu ce que disait Aïssa Rahmoun sur ce point, Jamal Gessoum, quand on parlait justement de ce besoin de l'armée à envoyer des messages, on ne sait pas à qui d'ailleurs, mais certains parlent justement des messages envoyés à la présidence, à Boualem Boualem, à quelques conseillers qui veulent prendre le pouvoir. Est-ce que vous êtes vous aussi dans cette lecture? Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas dans cette lecture. Le fait que les militaires, et en l'occurrence le chef d'état-major, prennent la parole régulièrement, comme vous le dites, je n'ai pas suivi si c'était régulier, mais je veux bien vous croire, pour moi, s'adresserait beaucoup plus à la situation de l'Algérie au regard de la géopolitique actuelle, aussi bien dans le bassin méditerranéen qu'en Europe et qu'au Proche et au Moyen-Orient. C'est plutôt des messages adressés à celles et ceux qui d'une manière ou d'une autre, voudrait déstabiliser l'Algérie. Depuis de nombreuses années, beaucoup de politiques disaient faussement, hein, surtout, je ne dirais pas comme le disait Aïssa, le règne de Bouteflika, je dirais sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, qui sortait à tout bout de champ, si vous vous souvenez, El Jazair Mustahdafa. Ils l'ont tellement dit qu'à la fin, on n'y croyait plus. Mais aujourd'hui, compte tenu de la situation géopolitique et des risques majeurs que prend l'Algérie, il suffit de regarder tous les pays autour avec lesquels nous pourrions rencontrer des difficultés sécuritaires, je comprends tout à fait que le chef d'état-major lance des messages de manière régulière. Je pense que ça fait partie d'une pédagogie, donc je ne suis pas offusqué de cela. Et je dis au peuple algérien, ne soyez pas offusqués, ça ne s'adresse pas ni à Boualem Boualem, ni à la présidence algérienne. Il n'y a pas de problème de clan, ça s'adresse à l'international. Aïssa Rahmoun, par rapport peut-être à Boualem Boualem aussi, puisqu'on en parle. L'absence de Boualem Boualem a suscité une vive polémique hier, avant-hier, depuis 3-4 jours en Algérie, sur les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est toujours les youtubeurs qui donnent l'information. Il est malade, il n'est plus là, il est dans un hôpital en Suisse, à Bruxelles. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'information. Est-ce qu'on peut en parler un peu?
Avant d'essayer de répondre à la question, je voudrais revenir sur le rapport existant entre ALN et peuple algérien. Effectivement, ALN de l'époque, vous voulez dire? ALN, je parle de l'ALN, oui, voilà. de l'armée de libération nationale, effectivement. Le vrai ALN, je veux dire. Voilà, c'est une armée qui est issue du peuple et qui a œuvré pour la libération du territoire, mais aussi du citoyen algérien. Oui, mais l'armée est toujours populaire, Aïssa. Au lendemain, au lendemain du coup d'État, justement, juste après l'indépendance, et par le clan d'Oujda, le coup d'État contre le GPRA, la constitution algérienne qui était établie dans une salle de cinéma majestique. Et là commençait la perte de confiance. Parce que ce n'était plus l'ALN historique, même si l'ANP actuelle est issue du peuple algérien, c'est des enfants du peuple. Mais il faut faire la distinction entre armée, notre armée, qui est mon armée, l'armée de l'État, du peuple algérien, et l'état-major de l'armée. Et d'ailleurs, souvenez-vous que durant notre régime, il a une capacité effarante à récupérer les événements, à désorienter les événements, à orienter les événements. Et il a une capacité effarante de gestion médiatique de toute protestation, de tout slogan. Et d'ailleurs, le Jish Shab Khawa Khawa. C'est le peuple algérien, nous on scandait dans la rue le Jish Shab Khawa Khawa. Ce n'était pas à l'adresse de l'état-major, c'était à l'adresse de notre armée. Par peur d'intervention, il faut les rappeler que vous êtes issus du peuple et vous êtes du peuple et pour le peuple. Peur de la décennie de la guerre civile, d'une reprise de violence, c'est-à-dire, il ne faut pas vous immiscer dans les affaires politiques. Et les processus de transformation, de transition, doivent être garantis effectivement par l'armée, qui a un rôle républicain, un rôle constitutionnel. Et ce message a été dévoyé, a été récupéré. Pour ça, j'évoque la question des capacités effarantes, des capacités sournoises du régime à récupérer toute action citoyenne et toute action civile. Maintenant, sur la question de Boualem, dans un État qui est transparent dans sa gestion des affaires institutionnelles et politiques à la fois, Boualem est un conseiller. Il a une posture, il a une fonction, il assume un rôle de conseil. C'est comme tous les conseillers de la présidence. Et c'est comme tous les conseillers des présidents des États, voire des délégués, des chargés parlementaires, des députés, mais aussi directeurs de cabinet, des directoires de cabinet, des conseillers dans des postes aux Nations Unies, à l'Union européenne, dans toutes les institutions du monde. Par contre, chez nous, dès qu'on a le pouvoir entre les mains, on a cette tendance, et c'est structurel et culturel à la fois. Et c'est ça le résultat du coup d'État au lendemain de l'indépendance. C'est qu'une culture s'est installée dans les institutions. Une pratique s'est installée dans la prise de décision politique. Quand je suis responsable, c'est jusqu'au bout. Je deviens celui qui nomme et celui qui dégomme. Je deviens celui qui oriente et celui qui désoriente. Je deviens le décideur. Est-ce que cela risquait de déranger un peu l'institution militaire? Mais c'est pas normal. Quel conseiller mais c'est pas normal que ça dérange l'institution militaire. Comme c'est pas normal que la présidence soit dérangée par l'institution militaire si on était vraiment dans un État, dans une république où il y a équilibre de pouvoir, où il y a séparation de pouvoir, où il y a pratique institutionnelle assez sereine. Et pourquoi alors on se retrouve devant une position aujourd'hui où le fait que le conseiller du chef de l'État, Abdelaziz Tebboune, directeur de cabinet, Abdelmajid Tebboune, son conseiller à la communication, apparaît dans une cérémonie. Et voilà, on a vu tous les journalistes, une polémique dans le corps des journalistes. Tout un chacun accuse l'autre d'avoir des connivences, de vouloir lancer son journal, de bénéficier de la publicité parce qu'il était à côté de Kamel Sidi Saïd. Et voilà la culture de l'intrigue
qui s'est installé dans les institutions. Voilà la culture du bourourou, comme disait Hussein Ait Ahmed. Et le bourourou, dans les histoires, quand on était petit, quand nos mamans voulaient nous faire peur, elles faisaient appel au bourourou. Bouloulou, Jamal Gissoum, sur cette question de Boualem, vous en dites quoi vous, Jamal Gissoum, qui est un peu proche, j'allais dire, d'Alger, pour ne pas dire autre chose. Alors, proche, tout est sujet à définition, hein. On peut être très proche et très éloigné en même temps. J'ai cette double faculté de pouvoir être les deux en même temps. Euh, Par rapport à M. Boualem, d'après les informations dont je dispose, il est simplement malade. Et donc, il n'y a pas et il n'y aurait pas je dirais, d'émissions ou d'après beaucoup de rumeurs, parce qu'on a beaucoup de rumeurs. C'est vrai qu'en l'absence d'informations claires des autorités algériennes, nous construisons forcément des rumeurs pour nous répondre tout seuls des fois. C'est-à-dire qu'on n'attend même pas la réponse des institutions, on se les donne soi-même. Donc il n'a pas été démis de ses fonctions, il n'y a rien de cela, même si on a vu que lorsque le président Tebboune avait reçu Madame Ruffo, je ne sais pas si je dit bien son nom, et c'était M. Merad, je crois, qui était à la place de Boualem lorsqu'ils avaient reçu cette officielle française. Mais d'après les informations que j'ai et des informations qui Alors, la sont dernière apparition de Boualem, Jamal, la dernière apparition de Boualem, oui, c'était avec la oui, délégation du Tchad. Voilà, c'était voilà, le jour de c'est la. ça. C'est ça, mais je veux dire que si on se pose toute la question, c'est parce que c'est en l'absence, et c'est un défaut que les autorités algériennes ont à tout point de vue et dans toutes les situations, c'est qu'elles sont incapables. D'ailleurs, Aïssa parlait du service communication, du conseil de communication à la présidence. Ce sont des incapables en matière de communication, car ils n'informent pas les gens par je dirais, des articles, par des bayans, comme on dit ça. Maintenant, Les je dis ça à communiqués, oui. l'inverse, moi. Les communiqués. Des communiqués pour dire, voilà, il y a telle chose, et puis ça permet de ne pas avoir de rumeurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Jamal, on pourrait dire qu'ils ont fait mieux, parce qu'il y a des vidéos. Abdelmajid Tebboune, hier, il a reçu des. Je ne me rappelle plus qui c'était. Aujourd'hui, pareil. Il y a 2 jours, pareil. Et à chaque fois, c'était Merad qui prend la place de Boualem. Oui, je dis bien que la façon de fonctionner en matière de communication, c'est une façon, soit, je me pose toujours deux questions par rapport aux autorités algériennes, ou ce sont des incompétents comme on ne pourrait pas imaginer, ou ce seraient des sadiques comme pas possible, de l'un ou l'autre, ou peut-être les deux. C'est-à-dire que faire un communiqué pour dire que monsieur a été démis de ses fonctions, ou en raison d'une maladie, etc., pour faire, non pas taire le peuple algérien, mais leur donner l'information. Les Algériens méritent quand même d'avoir ce type d'information. Ce n'est pas une information secrète, puisque s'il il a été démis, ça va savoir à un moment donné. S'il est malade, ça va savoir à un moment donné. Et pourquoi avoir cette incompétence ou ce côté sadique de laisser la presse, les journalistes, les Algériens se poser 1000 questions et faire naître 1000 rumeurs. Donc, incompétence ou sadisme, là, pour le coup, je n'ai pas vraiment la réponse. Je ne sais pas si on peut voir cet article de presse, justement. On ne peut pas. Il n'est pas prêt, Malish. Aïssa, nous allons écouter alors, nous allons regarder cette vidéo de M. Saïd Chingriha, donc qui revient à ces 3 piliers ou 3 raisons de la résilience algérienne. الجزائر ورغم هذه الاضطرابات تظل صلبة والصامدة أمام تأثيراتها المدمرة، وذلك بفضل 3 ركائز أساسية. أولها الصلابة الاقتصادية، ثانيا الصلابة المجتمعية وانسجام جبهتنا الداخلية التي تلتحم أكثر بفضل الوعي المتنامي لشعبنا بكل أطيافه
وكذا نخبنا الوطنية المخلصة التي تدرك جيدا خلفيات وأبعاد المؤامرات الرامية إلى التشويش على المسار النهضوي المتعدد الأبعاد الذي شرعت فيه بلادنا في السنوات القليلة الأخيرة. ثالثا، الجاهزية العالية واليقظة الدائمة لقوتنا المسلحة التي تظل حجر الزاوية في صرح هذا الصمود والصلابة الاستراتيجية. Aïssa Rahman. Donc, trois axes. Il parle de la solidité économique renforcée, il parle de la solidité sociétale et l'harmonie de notre front interne ou intérieur, et il parle troisièmement de la haute préparation et la vigilance permanente de nos forces armées. Avant de répondre à la question, permettez-moi de revenir sur l'épisode Boualem. Souvenez-vous, durant les années 90, et là je me permets un parallèle, Hussein, une inscription est apparue au niveau du mur de la faculté d'Alger qui disait « Dieu est mort », signé Nietzsche. Ça nous renvoie à un ouvrage de Nietzsche, Par-delà le bien et le mal. Et 4-5 jours après, une âme malicieuse ou assez intelligente apporta la réponse en disant « Nietzsche est mort, Dieu », signé par Dieu. Donc dans les deux énoncés, j'arrive à une situation. Dans les deux énoncés, le premier, ça nous renvoie à un philosophe qui assume pleinement sa liberté de penser. Ça ne relève pas de la spéculation. Par contre, la spéculation, elle est dans le deuxième énoncé. Nietzsche est mort, signé par Dieu. Dieu ne signe pas, Dieu exécute. Et je reviens à la question des bouroros. Je reviens à la question des bouroros. Oui. Tout à l'heure, j'ai dit bouroros, un seul. Il faut les conjuguer au pluriel, parce qu'il y en a beaucoup de bouroros. Et la spéculation dans l'information démite ses fonctions, malade ou pas malade. Il n'y a pas d'information, justement. À travers les youtubeurs. Oui, voilà. C'est de la spéculation. Oui. Après eux, ça relève de youtubeurs qui assument pleinement leurs informations et ce qu'ils développent comme discours. Par contre, la grande spéculation, c'est de ne pas dire qu'il n'existe pas de bouroros, des bouroros. Donc aujourd'hui, on se retrouve devant une situation, ce n'est pas seulement Boualem ou les conseillers du président, mais c'est aussi tous ces responsables politiques et militaires à la tête de l'État qui arrivent à s'arranger des rôles contre la volonté populaire. Pour revenir à cette question, moi sur les questions économiques, je ne pourrais pas apporter de réponse. Est-ce que l'Algérie est véritablement un pays émergent? Par contre, je vous donne un indice et une preuve. Un universitaire algérien, un chercheur algérien, avait dit que l'investissement à Harajbilat était nocif et pour la nature, et pour l'écologie, et pour les populations locales, et même pour sa production, parce que le coût de sa production, de son transport, de sa transformation, va nous coûter très cher. Il nous faut beaucoup de temps pour amortir cet investissement. Il se retrouve où? Il est en prison. Pourquoi avoir peur de l'avis contraire? Pourquoi avoir peur d'un expert, d'un scientifique qui essaie d'éclairer l'opinion nationale, mais aussi l'institution militaire et les institutions politiques? Parce que c'est son rôle d'alerter, de dire non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Sur le front intérieur, je suis désolé, je ne partage pas cette lecture. Ce n'est pas un des socles sur lesquels la souveraineté ou l'immunité économique et la souveraineté du pays est garantie. Parce qu'en fin de compte, est-ce qu'il y a réellement un front intérieur qui est intact? Alors, Saïd Chingrahi, il dit que ce front intérieur qui se soude davantage grâce à la conscience croissante de notre peuple en tous ses aspects, ainsi que nos élites nationales fidèles. Écoutez, c'est Hussein, l'élite nationale fidèle, c'est l'élite du régime. Il oublie qu'il y a une autre élite qui est au Canada, qui a fui le pays, qui sont aujourd'hui dans tous les pays du monde, dans toutes les capitales du monde. Combien de médecins qui ont quitté l'Algérie? Combien d'ingénieurs qui ont quitté l'Algérie? Combien de couples de chirurgiens qui ont quitté l'Algérie?
Ça, d'une part. Combien de journalistes sont en prison? Combien d'avocats sont traduits devant les conseils de discipline et les tribunaux correctionnels? Combien de partis politiques ont été interdits d'exercer leur mandat de parti politique? Combien d'associations ont été dissoutes? Combien de détenus d'opinion? Combien de détenus politiques? Combien de femmes qui sont en prison? Donc si on fait les additions de ce désenchantement, si on fait les additions de ce marasme qui s'est installé dans la société, aujourd'hui les chiffres sont effarants. Combien de drogues, de psychotropes circulent en Algérie? Combien d'affaires liées au narcotrafic qui sont présentées devant les tribunaux? Combien de dealers qui sont en prison? Aujourd'hui, combien d'affaires de vol, de viol, d'homicide sont enregistrées devant les tribunaux? Et quand on évoque ces chiffres, c'est la détresse sociale. Et quand il y a détresse sociale, il n'y a pas de front interne. Il y a des accords politiques, désenchantement politique, détresse sociale, détresse économique, détresse hydrique. C'est la détresse partout. Donc on ne peut pas évoquer la question du front interne. Quant au dernier socle qu'il a évoqué, celui de la vigilance de l'armée, tant sur le plan des frontières, mais aussi sur le niveau interne, moi, comme disait tout à l'heure Si Jamel, le rôle du Parlement. Quel est le budget alloué à la défense nationale? Est-ce que ce budget est sous le contrôle des députés? Et combien de budget est alloué à la santé, à l'éducation, à la justice, à la solidarité nationale, à l'enfance, au logement? C'est toutes ces questions que les députés aujourd'hui, qui est l'institution de contrôle du gouvernement, y compris la défense, Est-ce qu'on a un regard clair sur ça? Est-ce que l'armée est modernisée? Est-ce qu'on a des outils aujourd'hui? Quand on voit ces séquences où on voit des jeunes militaires avec des stylos, des crayons et des feuilles en train de prendre note, ailleurs qu'ailleurs, dans les États qui se respectent, dans ce genre de cérémonie, tout un chacun il a son laptop. Et on prend des notes d'une manière assez efficace. Et après, leur permettre de faire des comparaisons. En train de travailler, prendre des notes, mais aussi voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. C'est ça, moderniser l'armée, ce n'est pas par le fait d'acheter du matériel important. Moderniser l'armée, c'est dans sa structure mentale, c'est dans sa manière de fonctionner. Je rappelle d'ailleurs que Saïd Chengueleha aujourd'hui a présidé des exercices justement militaires. Ce qu'ils appellent l'exercice tactique. Oui, on a vu ça, il est de son droit, de son devoir d'observer ce genre d'exercice, et effectivement, c'est un travail d'inspection. Sur ça, on ne peut rien dire. On peut rien dire sur ça. Jamal Gessoum, donc par rapport à cette déclaration de Saïd Chengueleha, il y a 3 axes de la résilience algérienne. Alors, tout d'abord, concernant la question économique, je ne comprends pas que le chef d'état-major aborde ce volet-là, parce que ce n'est pas dans ses compétences. Quand on parle d'économie, sauf ici, il parle de l'économie militaire, auquel cas je peux comprendre, mais aborder la question de l'économie de manière générale, ça n'est pas son rôle, donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il a évoqué cette question ensuite. Parce que je lis en même temps, hein, sur la question de la mémoire, oui, bien sûr que c'est le rôle de tout Algérien et même du chef d'état-major. Et sur la question de la souveraineté, évidemment que c'est au premier chef celui qui doit assurer dans ses prérogatives la souveraineté, notamment sur la question des frontières. Je partage l'ensemble de l'analyse de Cyrissa sur pas mal d'éléments qu'il a donné, qu'il a indiqué, sur toutes les questions, notamment sur la question du front intérieur. Alors vous savez, moi il y a 4-5 ans, lorsque j'ai commencé à intervenir sur le Maghrébi, hein, j'étais assez sur cette thématique-là du front intérieur en disant que ce n'était pas forcément le front intérieur qui pouvait nous faire limiter les dangers venant de l'étranger. J'avais cette posture-là et comme tout à chacun, j'ai évolué et j'ai échangé pour dire que la question du front intérieur, elle est substantielle à toute l'histoire du peuple algérien et des risques que l'Algérie encourt. Il y a aussi un élément évidemment, qui n'échappe pas au chef d'état-major, qui n'échappe à aucun Algérien et aucune Algérienne, c'est que le front intérieur est une substance intrinsèque à chaque Algérien. Vous posez la question à n'importe quel Algérien,
même ceux qui sont nés ici en France ou ailleurs et qui n'ont jamais été en Algérie et qui sont prêts à mourir pour l'Algérie, qui vous diront si demain l'Algérie court un risque, je suis prêt à mourir pour l'Algérie. Donc, c'est aussi cette histoire et cette mémoire qui fait qu'à un moment donné, la question du front intérieur ne se pose plus autant qu'elle pourrait se poser dans un autre pays, que ce soit la Tunisie, le Maroc, ça a été le cas en Syrie, en Irak et dans d'autres pays. Et Oui, donc la question de la mémoire, elle est substantielle à cela. L'économie, je ne sais pas oui. pourquoi il a évoqué l'économie, parce que ça n'est pas son champ. Et la souveraineté, oui, je suis assez d'accord pour qu'il aborde cette thématique. Merci. Je voulais revenir, si vous Oui, rapidement, permettez. parce qu'on va passer à la revue le Djih. Merci. Rapidement, je voulais, enfin, un jeu de mots. Oui, Le chef d'état-major a évoqué le front intérieur, mais les Algériens ont répondu par l'affront oui. intérieur. Et c'est un refus du comportement de tout un régime depuis l'indépendance du pays. Merci Aïssa Rahmoud. Nous allons regarder cette petite vidéo. بناء الحصانة الاقتصادية وتقوية دروع السيادة عنوان افتتاحية مجلة الجيش في عددها لهذا الشهر التي عادت إلى ذكرى مجازر 8 ماي 45. هذه الملحمة الخالدة التي تقتبس منها الجزائر سبل النماء والتطور والرقي في جزائر سيدة جديدة ومنتصرة. افتتاحية مجلة الجيش تطرقت إلى الانتصارات التي حققتها الجزائر الجديدة في معركة التنمية الوطنية وكسب ثقة الجزائريين لما لمسوه من تحول جوهري على كافة المستويات، خاصة في المجال الاقتصادي الذي يعرف حركية غير مسبوقة في مختلف القطاعات. Aïssa Rahmoud. Donc, la revue Le Djih, pareil, parle d'Injazet, l'iqtisadiyya, économique, politique, etc. À chaque fois, on revient à la revue Le Djih parce que justement, il y a la revue Le Djih qui tombe chaque mois. C'est à peu près la même chose. Pourquoi une revue de l'armée s'adresse aux Algériens sur les constructions économiques, sur les performances économiques, si elles existent. Mais pourquoi les médias, justement, relient tout ça? Est-ce qu'ils sont obligés? Est-ce que par peur? Aujourd'hui, il faut dire les choses telles quelles. Hein. Il n'y a plus de presse indépendante en Algérie. Les seuls journalistes qui résistent, qui sont là, ils sont intimidés, harcelés et candidats aux législatives. Ça, c'est pour les journalistes qui résistent et qui veulent résister et trouver un autre canal pour défendre la profession, pour défendre l'état de droit et la démocratie. Après, aujourd'hui, il faut dire que même les rédactions au niveau des journaux, c'est devenu des casernes, hein, il faut le dire. Hein. Aujourd'hui, tout est lié au journal El Djih, son édito, et plus dans un mois, on va voir tous les organes de presse suivre le même discours que l'organe central qui est le Djih. Jamel Gassoum, par rapport donc à la revue Le Djih, pareil, hein, qui sort chaque mois, normalement qui est censé justement s'adresser aux militaires, mais il est largement distribué, relayé par les médias algériens dans toutes les pages sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Moi, je ne vois pas de difficulté sur le fait qu'il y ait une revue militaire qui s'adresse directement au peuple. Pour en revenir sur la question de l'histoire et de la mémoire, nous ne sommes jamais éloignés en tant que peuple algérien, de manière collective ou de manière individuelle, à l'armée. Donc, je ne vois pas de difficulté particulière par rapport à cela. Vous savez, chaque pays a sa culture, comme je le disais, mais je voudrais juste vous citer une petite anecdote qui m'est arrivée en 1991, qui montre à quel point un pays peut avoir une culture qui peut être étonnante, voire même choquante. Je me trouvais à Masrata, en Libye, qui est à peu près à 200 km de Tripoli, et en rentrant dans un hôtel, je m'attendais à voir des peintures d'Étienne Dinet, un orientaliste. Non, à l'entrée, il y avait des maquettes de MiG-21. Donc c'était dans la culture libyenne que l'armée et les armes soient, je dirais, quelque chose de tout à fait commun. Aujourd'hui en Algérie, c'est une revue, c'est une simple revue qui paraît chaque mois, comme vous l'avez dit, Sir Hussein. Lira qui voudra, ne lira pas qui voudra non plus. Donc je n'ai pas de difficulté. Ça fait des années que c'est comme ça. Aïssa, d'ailleurs, je voudrais juste faire une observation à Aïssa sur quand il est revenu tout à l'heure sur la question de la l'ALN que j'avais évoquée et que l'ANP, pour moi, est la digne héritière de l'État algérien. Et je voudrais juste vous citer une petite anecdote qui m'est arrivée en 1991, qui montre à quel point un pays peut avoir une culture qui peut être étonnante, voire même choquante. Je me trouvais à Masrata, en Libye, qui est à peu près à 200 km de Tripoli, et en rentrant dans un hôtel, je m'attendais à voir des peintures d'Étienne Dinet, un orientaliste. Non, à l'entrée, il y avait des maquettes de MiG-21. Donc c'était dans la culture libyenne que l'armée et les armes soient, je dirais, quelque chose de tout à fait commun. Aujourd'hui en Algérie, c'est une revue, c'est une simple revue qui paraît chaque mois, comme vous l'avez dit,
de l'ALN, Issa a évoqué le coup d'État de 1965 et je pense très raisonnablement, avec un recul bien sûr, que ce coup d'État, me semble-t-il, était nécessaire compte tenu de la posture de Ben Bella, Allah yarhamou, qui tendait peu à peu à dire que l'Algérie c'était lui et que seul lui comptait dans l'État nouveau, quel était l'État algérien. Je considère donc que Boumedienne, en faisant ce coup d'État en 1965, a permis que nous ne devenions peut-être pas un Merci. royaume comme on aurait pu être avec nos voisins de l'Ouest. Et donc, de ce point de vue, l'armée, la revue de Jeish, pas de problème, il peut en diffuser 10. Lisez ou ne lisez pas, c'est votre problème. Ensuite, sur la question de l'ALN, oui, l'ANP est la digne héritière de l'ALN qui a été ravivée en 1965. Ah, Jamal, je sais que Aïssa Rahmoun ne va pas vous laisser partir comme ça sur le 19 juin, mais c'est bientôt le 19 juin, on peut y revenir, mais bon, allez-y. Non, mais l'exemple, il me plaît très bien avec ça, la visite de Sidi Jamal Msrata en Libye en 91. Et donc le parallèle, la caricature, elle est là. Des tableaux dans un hôtel, bien sûr, c'est pas du Picasso, c'est pas du Van Gogh, c'est pas du Dali, mais bien sûr d'autres photos. Et la revue Le Jeish, voilà. Donc le régime de Kadhafi, notre régime actuellement, c'est la même chose. J'adhère à cette caricature. Et pour revenir au coup d'État, en tant qu'avocat militant des droits humains, tous les coups d'État sont à dénoncer. Le coup d'État n'a jamais construit un État. Le coup d'État n'a jamais construit un État de droit. Par contre, un coup d'État, il arrête un processus historique. Il a arrêté un processus révolutionnaire, mais aussi un processus où les Algériens commençaient à découvrir c'est quoi la démocratie. Parce qu'avec le coup d'État, le FFS allait être agréé et d'autres partis d'opposition. Boumedienne a mis fin à la première tentative du pluralisme en Algérie. Le coup d'État n'a jamais été une solution, quoi. Tout à fait. Tous les coups d'État scientifiques, institutionnels, constitutionnels, scientifiques, mais bien sûr, et militaires de surcroît. Scientifique, ça nous rappelle Abdelhamid Mehri, Allah yarham. Une dernière vidéo, justement, sur la revue Le Jeish. افتتاحية مجلة الجيش أكدت في الختام أن الشعب الجزائري يدرك جيدا أن الحفاظ على المكاسب المحققة واستكمال المشروع النهضوي الوطني يتطلب تجند وتكاتف جهود جميع الجزائريين والتفاهم حول المصلحة العليا للوطن ووعيا وطنيا بخفايا ما يحاك ضد بلادنا من دسائس ومخططات خبيثة. Le peuple doit être solidaire, doit se mobiliser et être conscient. Ils ont dit le peuple sait. Ouais. Sait. Pas doit, mais sait. Et quand on dit que le peuple sait, dommage, en Algérie, on n'a pas des organismes qui font dans le sondage, qui font dans la recherche et l'analyse de l'opinion. Parce que de telles déclarations, des déclarations de politique, et là, si Jamal pourra en témoigner, ce qui se fait en Occident, en Europe ou aux États-Unis, dès qu'il y a des tweets de chefs de l'État, et des lettres, des communiqués ou même des discours, des boîtes, des organismes de sondage, des think tanks qui travaillent sur l'analyse du discours, son impact, tant sur le plan de l'État, sur le plan régional et international. Force est de constater que la revue Le Jeish aussi, et ça a été toujours comme ça, ils sont dans le discours du paternalisme. Jusqu'à présent, ils considèrent les Algériens comme sujets, mais jamais comme acteurs de son développement, acteurs de son destin et faiseurs d'opinion. Et c'est pour cela je dis que effectivement que la revue Le Jeish s'occupe de la mémoire, mais aussi de rappeler les faits historiques. J'en disconviens pas, même si les historiens sont là. Il faut les libérer les plateaux de télévision pour l'évocation de l'histoire et de la mémoire. Il n'y a aucun problème qu'ils fassent ce genre de déclaration, mais sur des questions de souveraineté économique, politique et souveraine, cette souveraineté qui appartient aux Algériens, il valait mieux faire autre chose que de s'adresser de telle manière aux Algériens en disant que le peuple sait ce que nous savons, il est avec nous.
Jamal Gessoum, donc par rapport à cette question, cet appel donc, de l'institution militaire au peuple algérien à la conscience, à s'organiser, à être derrière l'État. Je suis obligé de revenir vers Issa, l'ami Issa, pour lui dire simplement que lorsque Issa parle de processus démocratique interrompu, que ce soit que ce soit en 1965 ou dans d'autres temps, il y a des processus dangereux qui ne peuvent pas perdurer. 1965, si ça n'avait pas été le cas, on serait un royaume. L'arrêt du processus électoral en 1992 a été aussi une autre bénédiction. Khalil Nazar, rahimahullah, que j'avais rencontré à plusieurs reprises, et qui avait participé grandement à cette interruption. Si interrompre le processus électoral de 1992 nous a permis de ne pas nous retrouver dans un pays qui ressemblerait à un pays archaïque, je dirais que c'est là aussi une bénédiction. Donc, tout processus politique qui est interrompu pour ne pas risquer d'aller vers une catastrophe sociétale est pour ma part la bienvenue. 65 fut le cas, 1992 fut le cas. Juste, l'anecdote de Masrata, c'est que dans l'hôtel, ce n'était pas des tableaux de mix, c'était des maquettes de 2 mètres sur 3. Vous imaginez un peu le choc que j'ai eu. Donc c'était complètement autre chose qu'une revue telle que El Jaish. Ensuite, sur la question des thèmes qui ont été abordés, je n'en disconviens pas. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a des thèmes qui n'ont pas vraiment à être abordés par le chef d'état-major. Je réinsiste là aussi, l'économie. Je réinsiste aussi, Aïssa, sur la question de la souveraineté. La souveraineté d'un pays se mesure à différents facteurs, dont le plus important est qui est les frontières du pays, et c'est bien l'armée qui en est le garant. Donc il y a différentes souverainetés. Il y a la souveraineté alimentaire qui dépend d'institutions, mais la souveraineté la plus, je dirais, la plus emblématique, c'est bien les frontières, et l'armée en est la première garante, et on est, je dirais, moi je suis plutôt rassuré, et je le disais sur le plateau de Maralébé il y a plusieurs fois, moi je suis pour un État militaire, je le dis de la manière claire et de manière directe, je suis pour cela parce que les exemples de démocratie qu'on nous a montrés pendant l'hiver arabe et non pas le printemps arabe ont permis à 7 ou 8 pays arabes d'être pratiquement au sol. Et donc, plutôt que de me trouver dans la situation de la Tunisie, de la Libye, de l'Irak, du Yémen, de la Syrie et d'autres, je trouve que l'Algérie aujourd'hui qui est visée n'est pas dans une si mauvaise situation que ça. Bon, dommage, hein, ces propos donc, sont tenus à la dernière minute. Je ne peux pas vous redonner la parole. Mais bon, un dernier mot, Jamal, après un dernier mot à Aïssa. Rapidement, s'il vous plaît. Non, très rapidement, un dernier mot, parce que les élections législatives qui arrivent le 2 juillet, un dernier mot pour dire qu'en 2021, comme aujourd'hui, surtout aujourd'hui, je suis heureux de voir objectivement que l'ANI, qui est l'Agence nationale indépendante des élections algériennes, et particulièrement à Nanterre dans le 92, qui est représentée par Madame Bourdiri, me rassure complètement. Je dis simplement au peuple algérien, en tout cas à Nanterre, nous avons une représentante de l'ANI qui est droit dans ses bottes et qui est à un seul leitmotiv, c'est le respect de la loi et du devoir. Je tenais à lui rendre hommage aujourd'hui. Merci Jamal Gessoum. Un dernier mot, Aïssa, on arrive à la fin. On arrive à la fin, malheureusement, on n'a pas assez de temps pour relancer un peu le débat, mais... Du pouvoir militaire, vous voulez dire ? Non, interrompre des processus démocratiques, c'est interrompre un processus historique. Et ça, en politique, c'est un délit, c'est une infraction. En politique, je dirais même que c'est un crime de pouvoir déposséder le peuple de son aspiration à l'exercice de la souveraineté. Et pour les élections législatives, je ne sais pas si Jamal est candidat, je le souhaite plein de bons succès et plein de chance. Merci Aïssa Rahboun, merci Jamal Gessoum, merci à vous toutes et à tous. À demain, Inch'Allah. يعطيكم الصحة.